Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Gaëtan Maresco, responsable diversité et inclusion chez Modis, bientôt à Codis, et en complément, j'ai l'honneur d'avoir été nommé rôle modèle LGBT+ en 2021 dans la catégorie leader LGBT. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravi d'animer notre table ronde dont le thème porte sur la non-discrimination et l'inclusion des personnes LGBTQIA+, au sein des entreprises. Chez Modis et ACA, qui se rejoignent et deviendront bientôt ACODIS, nous sommes convaincus que de la diversité naissent la richesse, l'excellence et la performance, tant individuelle que collective. Ces valeurs constituent une part forte de notre ADN. Pour que la diversité trouve sa place dans le monde professionnel, il apparaît néanmoins indispensable de permettre à toutes et à tous d'être soi-même sur son lieu de travail et ce, quelle que soit sa différence, son handicap, ses origines, sa religion, son orientation sexuelle ou encore son identité de genre. Pour autant, force est de constater qu'en 2022, et ce, malgré l'ouverture grandissante et de plus en plus affirmée des organismes employeurs en faveur de l'inclusion des personnes LGBT en milieu professionnel, eh bien, seule une personne LGBT sur deux est visible dans son entourage professionnel. Une personne LGBT sur deux seulement. Que dit la loi en matière de discrimination? Comment combattre les idées reçues? Pourquoi adresser ce sujet en entreprise et même avant cela, durant le parcours scolaire? Comment agir pour améliorer la visibilité et quel code de conduite adopter en faveur du coming out professionnel et de l'inclusion des personnes LGBT? Eh bien, ce sont autant de questions que j'aurai le plaisir de poser à nos invités qui nous font l'honneur de participer à notre table ronde aujourd'hui. Catherine Tripon, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes porte-parole et administratrice nationale ainsi que co-animatrice du pôle employeur de la charte d'engagement LGBT+ de l'autre cercle qui, cette année, fête ses 25 ans. Aujourd'hui, Catherine, à l'heure où nous nous parlons, quelle est en résumé la législation en France sur le sujet de la non-discrimination envers les personnes LGBT+. Alors, ça n'a pas évolué, hein. Ces lois existent depuis un moment. C'est pour les auteurs de discrimination, ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais l'employeur est aussi responsable et ça peut monter jusqu'à 225 000 € d'amende pour un employeur qui laisserait perdurer une situation. On a eu d'ailleurs parfois des cas au-delà, tellement ils étaient sensibles, sur différents critères, dont nos critères d'orientation sexuelle, et qui ont explosé les plafonds. Donc c'est un vrai danger aujourd'hui pour un employeur. Très bien. Et quels sont les chiffres en entreprise sur l'inclusion des personnes LGBT et que révèle la 3e édition du baromètre Autre Cercle IFOP? Alors, effectivement, ce baromètre, nous l'avons présenté ce matin. Et là, on est... la 2e édition, parce qu'elle a lieu tous les 2 ans, était plutôt une progression. Et là, ça régresse. Il y a beaucoup plus d'agressions. On a une personne sur 2 qui a subi effectivement des discriminations ou une agression LGBT-phobe. Et c'est plus 4 points par rapport à l'édition de 2020, donc ça nous inquiète beaucoup. Alors que monte en puissance dans la société une acceptation du sujet, des politiques volontaristes de la part des employeurs, un tel résultat nous interpelle. Alors ce baromètre, il est en 2 parties. Il y a la partie administrée auprès des salariés et agents parmi les signataires de la charte d'engagement LGBT+, et puis un panel neutre par l'IFOP, qui est notre partenaire sur ce programme, pour pouvoir faire effectivement un comparatif. Alors globalement, les résultats sont meilleurs chez les signataires, mais on est encore un peu loin du compte. On a aujourd'hui plus de la moitié des personnes qui ne sont pas visibles. C'est plutôt un tiers chez les signataires. Et dans les personnes non visibles, vous en avez 64% auprès de leurs collègues et plus de 30% auprès de leur supérieur hiérarchique, même ce qu'on dit le N+1. Ce qui est quand même un signal assez important de ce que les managers doivent faire ou ne font pas en l'occurrence. On a également, alors les chiffres sont tout récents, donc je ne les connais pas encore parfaitement par cœur, mais on a aujourd'hui les 2 tiers des personnes qui ne sont pas visibles effectivement de leur supérieur hiérarchique. Alors souvent pour de mauvaises raisons,
mais tant qu'il n'y a pas de certitude sur les capacités à pouvoir activer des droits auxquels on a droit, et là on voit bien qu'il y a un vrai sujet sur les droits qui sont acquis dans la loi, qui sont le fait effectivement d'un dialogue social, de conventions collectives, et vous avez aujourd'hui 7 personnes sur 10 qui ne parlent pas de leur couple au travail. Or on parle de sa vie privée au travail. Et donc, 7 personnes sur 10 qui ne parlent pas de leur couple, ça veut dire on ne met pas son conjoint, sa conjointe sur la mutuelle, ça veut dire qu'on ne va pas activer les droits pour la naissance d'un enfant, hein, le fameux congé d'accueil de l'enfant, ça veut dire qu'on ne va pas prendre du temps, une demi-journée pour accorder pour enfant malade, parce qu'on n'a jamais dit qu'on avait un enfant dans son foyer, si on n'est pas le parent biologique, donc ça a des conséquences relativement lourdes. Et puis, la question évidemment des agressions, alors quand on dit agression, ça commence par les moqueries, les insultes, jusqu'à du harcèlement lourd. Il est évident que les résultats sont bien meilleurs, en tout cas sont moins pires, chez les signataires de la charte. Je donne 4 exemples. Sur les insultes, on a 18% effectivement dans le baromètre neutre, enfin pas dans le baromètre, dans le panel neutre de l'IFOP, et quand même 7% chez les signataires de la charte. Sur les inégalités d'accès à l'emploi, d'évolution de carrière, on est à 20% dans le panel neutre, et on est à 13% chez les signataires. Et sur la visibilité, donc on est à 51% effectivement de personnes qui ne sont pas visibles dans le panel, et vous en avez 61% qui sont visibles chez les signataires. Donc on voit bien que quand il y a une démarche volontariste avec des actions, ça fonctionne. Enfin, quand on interrogeait les personnes, pourquoi elles n'étaient pas visibles, dans 67% des cas, et je terminerai là-dessus parce que je pense que c'est l'enjeu, c'est le message à faire passer auprès de tout le monde, c'est pour leur bien-être. Et là qu'on commence à parler de la qualité de vie au travail, ça veut dire que c'est le rôle des alliés, des collègues de travail, c'est le rôle des managers, c'est le rôle de la direction, c'est bien sûr les ressources humaines, mais ce n'est pas que les ressources humaines, c'est l'intégralité effectivement du corpus de direction d'une organisation. Dans mon métier, j'entends souvent dire « Pourquoi adresser ce sujet au sein de l'entreprise ?» Beaucoup pensent que l'orientation sexuelle est un sujet d'ordre privé et que l'entreprise n'a pas à s'en occuper. Selon vous, Catherine, que répondre à cela? Alors c'est le grand classique, et effectivement ça relève de la vie privée. Tout le monde a complètement raison là-dessus. Mais je parle de ma vie privée au travail. Je raconte mon week-end et mes vacances le lundi matin, la fameuse machine à café. Je vais, avant pandémie, le fameux Noël pour les enfants du personnel. Est-ce que je viens avec l'enfant dont je ne suis pas le papa ou la maman biologique pour avoir droit au cadeau du comité d'entreprise, enfin, le CSE, cadeau effectivement qui est offert à tous les enfants de tous les salariés, et c'est un engagement financier de la direction. C'est pouvoir partager des moments de joie quand on va se marier, quand un enfant va arriver dans votre foyer, peu importe comment l'enfant est arrivé. C'est lorsqu'on va faire sa transition. C'est une renaissance de faire cette transition. Pour les personnes qui ne sont pas dans le genre qui a été identifié à la naissance et leur genre ressenti a toujours été très différent, le fait à un moment donné d'enfin franchir ce pas-là d'elle-même, c'est quelque chose d'extrêmement important, on a envie de le partager. Donc on a envie de partager ces moments de bonheur. Puis des moments aussi quand ça ne se passe pas bien, je me s'engueuler avec mon mec, mon compagnon, ma compagne est malade, on partage ces moments-là. Et puis il y a ce qu'on appelle, dans la cohésion d'équipe, vous allez avoir des moments, des fameux événements, et d'ailleurs une grande majorité des personnes aujourd'hui, que ce soit les enquêtes de ce baromètre ou l'enquête effectivement sur l'invisibilité des lesbiennes, eh bien vous avez les événements organisés par l'entreprise, on va faire le pot avec les collègues, les conjoints, le Noël, le dîner de fin d'année, le barbecue du samedi avec les équipes de vente parce qu'on est super content, on a gagné un super programme. Voilà, c'est tous ces moments-là, et puis les moments informels. Des moments formels, c'est on se retrouve pour un pot parce qu'on a fêté, on a un truc à fêter, parce que c'est la nouvelle année, pour fêter le départ d'un collègue qui s'en va, et on vient avec les conjoints, parce que, et on le voit bien dans les nouvelles générations, il y a une espèce de porosité naturelle. Donc ce qui était l'apanage il y a 30 ans de la vie privée reste à la porte de l'entreprise, n'est plus le cas aujourd'hui, indépendamment des droits que j'évoquais tout à l'heure sur conjugalité, parentalité, me permet d'activer des droits, et dans la grande majorité des cas, je ne les active pas parce que je ne sais pas si ça n'aura pas une incidence. Donc la vie privée, elle est présente partout, dans la partie loisirs, dans la partie convivialité, dans la partie empathie et dans la partie droit, effectivement, inhérent pour des salariés dans une entreprise de droit privé. Alors Catherine, au-delà de l'obligation légale face à la non-visibilité des gays, des lesbiennes, des bisexuels et des personnes transgenres, du fait de l'incertitude sur leur lieu de travail et de la visibilité forcée des personnes qui sont en situation de transition, que peuvent engager les entreprises en termes d'exemplarité, d'engagement sociétal, voire d'éthique? Alors, il y a 3 choses dans vos propos, Gaëtan. La première, c'est zéro tolérance au comportement inapproprié, au comportement LGBT-phobe, évidemment raciste, antisémite, sexiste, c'est un tout. Mais sûrement, c'est parce que c'est un tout
qu'il faut réussir à globaliser. On ne tiendrait pas certains propos racistes, antisémites officiellement, même si on n'en pense pas moins, alors que des propos PD, tapette, goudou, travelot, oh, c'est pas méchant, c'est peut-être pas ce qu'on appelle les LGBT-phobie lourde, mais c'est quand même rarement un compliment de traiter quelqu'un de PD ou de tapette, ou de traiter quelqu'un de goudou ou de travelot. Donc ça commence par zéro tolérance sur les comportements et les propos. Zéro tolérance sur les sanctions, en tout cas sur le fait d'approcher des sanctions, de recadrer les personnes en fonction de leurs propos ou de décisions non justifiées. C'est la fameuse objectivation des résultats sur la promotion, versement d'une prime ou simplement recrutement. Recrutement, que ce soit de façon durable, ou même quelqu'un en alternance, par exemple. Donc ça, c'est la première responsabilité. La seconde, c'est, on ne peut pas aujourd'hui, tout le monde parle d'inclusion, de diversité, d'égalité des chances, on parle des objectifs de développement durable pour un groupe comme le vôtre, d'une taille respectable, on parle beaucoup de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. On ne peut pas parler de tout ça si on occulte 2 critères parmi les 25 que comporte la loi, au prétexte que cela relèvent de la vie privée, sont un peu touchy, ne font pas l'unanimité, ne rêvons pas. Il faut se souvenir de la violence des propos au moment du Pacs, au moment du débat sur l'extension du droit du mariage pour les couples de même sexe, au moment du vote de la loi pour la PMA, qui tend dans la PMA aux couples de lesbiennes, voilà, le congé d'accueil de l'enfant, la neutralisation du papa-maman pour le parent, le partenaire ou la partenaire. Voilà, c'est une façon de respecter une catégorie de population qui est minoritaire. Mais si vous commencez à additionner toutes les minorités en fonction de leur singularité, à un moment donné, le groupe majoritaire, il n'est pas si majoritaire que ça. Et donc c'est un engagement important. On ne peut pas ne pas globaliser la question de la promotion de la diversité et de l'inclusion vraiment des personnes. Et puis il y a un intérêt, une obligation, je dirais un intérêt également commercial et de marque employeur. Aujourd'hui, les nouvelles générations, en tout cas celles qui ont le choix un petit peu des armes de par leur éducation, de par leur cursus, leur parcours, vont choisir des organisations, des entreprises qui sont exemplaires. Alors c'est sur le sujet environnemental, comme c'est sur le sujet sociétal. Évidemment, les personnes concernées, lesbiennes, gays, bi et transgenres, vont aller dans les entreprises qui auront une démarche volontariste, parce qu'elles pourront être elles-mêmes, comme elles le sont dans leur vie sociale, mais leurs camarades hétéros sont autant concernés, parce qu'ils ont des potes, ils ont des amis, et pour eux, c'est un tout. Je ne veux pas rentrer, on le voit bien sur les questions des valeurs aujourd'hui, extrêmement fort sur les nouvelles générations. Donc la relève, elle est là. Couplé effectivement à la question d'égalité entre les femmes et les hommes, parce qu'il y a des liens extrêmement forts, évidemment. Et c'est un tout qui fait qu'on ne peut pas segmenter, saucissonner, de se dire il y a ce qui est imposé par la loi, dans des accords avec les partenaires sociaux, de ce qui relève d'une injonction de l'État, d'un poids de la société, et puis de ce qui ne fera jamais l'unanimité, regarde tout ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est un engagement global, et puis, in fine, c'est tellement plus agréable d'avoir des gens très différents et des gens qui s'entendent bien, des gens qui se parlent. Donc la qualité en période de crise, on est sorti de crises différentes, on en vit une nouvelle aujourd'hui qui est compliquée, on va encore en avoir d'autres, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et en période de crise, ce qui cimente l'engagement des salariés, c'est effectivement le respect qu'il leur est dû et le fait qu'ils puissent, ils et elles, être eux-mêmes dans un environnement effectivement différent. Les entreprises ont également la possibilité aujourd'hui de signer une charte d'engagement. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Alors cette charte d'engagement, nous l'avons lancée en janvier 2013 et elle a été co-construite en 2012 à l'initiative d'Accenture avec plusieurs entreprises qui se disaient finalement c'est un sujet qu'on n'arrive pas à mettre sur la table. Et une charte, autant c'est facile à signer dans l'absolu, autant signer la nôtre n'est pas si simple. Parce que on demande 4 choses importantes. La première, c'est un engagement très fort de la direction. La seconde, c'est que toutes les procédures RH doivent être extrêmement claires. Une fois que les gens qui incarnent, les dirigeants s'en vont, il faut que ça reste dans les process de la maison. Parce que vous aurez des évolutions de carrière et on a vu des DRH très engagés et puis un suivant ou une suivante qui l'était moins. On a vu à l'inverse des gens pas engagés puis des nouveaux qui arrivaient. Donc pour éviter cette fluctuation et pour avoir une constance dans l'engagement d'un employeur, eh bien, cette charte, elle permet de regarder si on est au clair sur les questions de conjugalité, parentalité, que j'évoquais tout à l'heure, sur la question de la transition, sur la question effectivement des sanctions, sur la qualité effectivement du recrutement diversifié. C'est bien sûr la troisième partie, permettre l'émergence d'un réseau interne qui n'a pas vocation à remplacer les syndicats. Ce n'est pas du communautarisme, qui est un gros mot qu'on utilise beaucoup en France, et qu'en France d'ailleurs, c'est juste à un moment donné, parfois une courroie de transmission, comme vous avez les réseaux mixité qui ont leur rôle à jouer pour faire du mentorat, du coaching, et
et faire évoluer effectivement les choses. C'est très ferme sur les sanctions apportées, bien évidemment. C'est avoir un dialogue social cohérent sur ce sujet-là, en tout cas, à défaut d'être forcément d'accord sur tous les thèmes. Et puis la dernière partie, c'est qu'on a peu de signataires. On est moins de 200 aujourd'hui parce qu'on fait un vrai travail d'accompagnement. Mais ces signataires sont nos ambassadeurs, ambassadrices. Et nous, on adore quand des PDG, des dirigeants expliquent auprès de leur pairs pourquoi ils ont signé la charte, pourquoi c'est important et pourquoi c'est un signe fort qui est donné d'abord aux personnes concernées, aux collègues de travail et aux personnes qui ne sont pas non plus à l'aise avec le sujet. Merci Catherine. Alors, chez Modis, à l'initiative de notre président Laurent Gradiani, nous avons signé en 2019 la charte d'engagement LGBT+. Cet engagement fort a permis notamment de nommer un référent spécialisé et aussi de faire émerger le réseau Modis Pride, dont nous sommes tous très fiers chez Modis. Celui-ci participe largement à la libération de la parole et à faire se rencontrer des alliés LGBT+, et d'autres collaboratrices et collaborateurs qui eux-mêmes s'affirment comme étant LGBT+. Ce réseau, associé à différentes communications que nous pouvons adresser à nos salariés tout au long de l'année, crée un climat de bienveillance, de confiance, qui offre à nos collaborateurs LGBT+, la possibilité de s'épanouir au travail, et à ceux qui naturellement se sentiraient assez éloignés des communautés LGBT, d'avoir un regard sans doute plus tolérant, avec sans doute également moins d'idées reçues. La sensibilisation des équipes est un excellent catalyseur afin que les salariés se sentent concernés par les difficultés éprouvées par certaines ou par certains. Et bien donc justement, comme j'ai cru comprendre que Modis avait beaucoup grandi et grossi, eh bien on se donne rendez-vous au mois de septembre pour re-signer la charte, puisque maintenant la charte de l'engagement LGBT+ de l'autre cercle est signée pour 3 ans. Donc rendez-vous en septembre pour cette signature. Exactement, Catherine. Nous serons fiers de pouvoir renouveler ce bel engagement, cette fois sous la marque Acodis. Merci Catherine pour votre énergie, les messages forts, nécessaires, que vous portez avec toujours énormément de conviction, de pragmatisme et d'enthousiasme. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième partie de notre table ronde qui portera cette fois plus précisément sur les rôles modèles LGBT+. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur nos réseaux sociaux.